Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Isaac et Rebecca sont désormais parents de jumeaux Ésaü et Jacob. Mais l'oracle du Seigneur à Rebecca annonce une rivalité entre ces deux frères. C'est ce que va illustrer au sein de ce diptyque cette suite du chapitre 25 du livre de la Genèse, avec une scène biblique qui a donné naissance à l'expression courante, ou du moins qui le fut à une époque, trahir ou vendre pour un plat de lentilles, c'est-à-dire pour un prix dérisoire. On ne l'entend plus guère, sinon en rares occasions. Mais au-delà de l'expression proverbiale, que raconte ce texte? Certes, il sera question de cet échange du droit d'aînesse pour un plat de lentilles, et le récit blâmera Ésaü pour cela. Cependant, est-ce le seul personnage à condamner? En effet, ce texte, qui n'est pas aussi manichéen qu'on pourrait le croire, soulève bien d'autres questions, notamment sur ce que représente ce droit d'aînesse à l'époque du rédacteur. Ce récit vient-il éclairer l'oracle de Yahvé à Rebecca, ou va-t-il, une fois encore, brouiller les pistes? Comme il s'agit d'un passage assez court, nous allons pouvoir l'écouter intégralement avant de l'explorer. Les garçons grandirent. Ésaü était un homme qui savait chasser et qui courait la steppe. Jacob était un homme intègre qui habitait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü car il appréciait le gibier. Rebecca aimait Jacob. Un jour que Jacob faisait bouillir un plat, Ésaü revint des champs. Il était exténué et dit à Jacob : « Laisse-moi avaler de ce roux-là, car je suis exténué. » C'est pourquoi on l'appela Édom, c'est-à-dire le roux. Jacob répondit : « Vends-moi aujourd'hui même ton droit d'aînesse. » Ésaü reprit : « Voici que je vais mourir, à quoi bon mon droit d'aînesse ?» Jacob dit : « Aujourd'hui même, jure-le-moi. » Ésaü le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob, qui lui donna du pain et un plat de lentilles. Il mangea et but, il se leva et partit. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Notre passage fait suite immédiatement à la naissance d'Ésaü et Jacob. Il nous oblige à un saut temporel. Les nouveau-nés sont devenus des grands garçons. Comme lors de la naissance, le texte montre la distinction radicale entre Ésaü et Jacob. Cette fois, il ne s'agit pas de leur description physique, mais de leur qualité, de leur mode de vie. Ésaü est un chasseur dont le domaine d'activité est la steppe. S'il sait se faire apprécier du père, ce n'est pas par ambition, mais en raison de ses qualités. C'est un chasseur qui ramène le gibier capable de contenter le chef du clan. Il nous est présenté comme l'homme fort qui a tout pour réussir et subvenir aux besoins de la famille. Il devient ici un symbole de puissance à l'image de Nemrod, le patriarche biblique descendant de Noé, loué pour ses qualités héroïques de chasseur et fondateur des futurs grands empires. Le livre de la Genèse, au chapitre 10, nous le décrivait ainsi. Nemrod fut le premier héros sur la terre, lui qui fut un chasseur héroïque devant le Seigneur. D'où le dicton, tel Nemrod, être chasseur héroïque devant le Seigneur. Les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Akkad, toutes villes du pays de Shinéar. Il sortit de ce pays pour Assour et bâtit Ninive, la ville aux larges places, Cala, la grande ville, et Résen entre Ninive et Cala. En faisant d'Ésaü un chasseur qui plaît aux yeux de son père, le récit nous le présente comme le meilleur héritier possible, le héros digne de son ancêtre noachique. Vous avez remarqué que le personnage d'Ésaü nous est toujours décrit avec plus de détails que Jacob. De fait, dans notre passage, nous ne saurions définir l'activité de Jacob, parfois associée dans certains commentaires à l'éleveur, mais simplement pour accentuer l'opposition. Or, le rédacteur n'entre pas dans ce jeu-là. De même, on connaît les motifs de la préférence envers Ésaü associés au repas. Mais rien ne nous est dit de Jacob, sinon qu'il est intègre, vivant sous les tentes.
Lors de leur naissance, nous connaissions l'aspect physique d'Ésaü, roux et velu, mais pas celui de Jacob. Au final, le regard sur Ésaü concerne toujours des aspects extérieurs, la couleur de ses cheveux, sa pilosité, ses activités, son lieu de vie. C'est l'homme fort du clan, du moins en apparence. À l'inverse, le peu d'éléments que nous savons sur Jacob tient à des dispositions plus intérieures. Il fut le nouveau-né qui talonnait son frère et ici, il est qualifié d'intègre, vivant sous les tentes, espace qui souligne le caractère intérieur. Le mot hébreu utilisé pour désigner son intégrité est tam. Beaucoup d'éditions ont préféré le traduire par l'adjectif raisonnable, tranquille, paisible, voire délicat. Dans le reste de la Bible, l'adjectif tam décrit toujours une personne n'ayant aucune intention malveillante, une personne entière, intègre, comme fut le roi Abimélec face à Sarah qu'Abraham avait fait passer pour sa sœur. Cependant, le texte pourrait aussi jouer avec les mots tam, intègre au singulier, et toamim au pluriel, signifiant jumeaux, mot hébreu à l'origine du prénom Thomas. Le terme intègre, tam, vient donc le distinguer parmi les jumeaux toamim. L'attribution d'une préférence parentale pour l'un et l'autre accentue encore cette distinction. La préférence parentale peut nous apparaître surprenante ou injuste. Si Ésaü est aimé du père, c'est en raison de sa qualité de chasseur, qui, comme je l'ai dit précédemment, permet au rédacteur de le mettre en position privilégiée par rapport à son cadet. L'ensemble de ce passage ayant pour objectif de nous préparer à la grande finale du vol de la bénédiction. De fait, Jacob n'a pas cette préférence du père. Est-il justement aimé par Rebecca en raison de cela? Je n'ose pas dire aimé par défaut, mais le texte pourrait le suggérer. Ésaü a la préférence du père en raison de ses qualités apparentes. Jacob est aimé en l'absence de qualité, sinon celle de l'intégrité. Cela signifie-t-il en creux qu'Ésaü n'est pas aussi intègre que son frère? Ne concluons pas si vite car le récit va vite nous contredire. De plus, si chaque parent a son enfant aimé ou préféré, jamais il est dit qu'Isaac méprisait Jacob, ni que Rebecca méprisait Ésaü. N'allons pas en ce sens. Car cette distinction de préférence entre les parents permet aussi de rendre compte de ces deux peuples que représentent les enfants. Alors certes, en l'associant au roux du repas, le texte fait d'Ésaü l'ancêtre des Édomites, de manière ici plus explicite que la couleur de ses cheveux roux. Ésaü, l'ancêtre d'Édom, se distingue donc de Jacob. Cependant, jamais il n'est dit, à ce point du récit, que ce dernier est associé à Israël. Il faudra d'ailleurs à Jacob faire un long cheminement et un dur combat pour recevoir ce nom, non pas en raison de son héritage ou de ses dispositions, mais en raison du don de Dieu. Ésaü est Édom, ou Édom est Ésaü, du fait de sa naissance, pourrait-on dire. Mais Jacob devra devenir Israël, plus tard, par l'alliance en Genèse 32. De fait, notre texte ne rentre pas dans un jeu simpliste qui voudrait opposer Israël et les nations. En réalité, la différenciation entre les deux garçons vaut surtout pour deux clans judéens en conflit à l'époque du rédacteur ou peu avant. Ésaü est décrit comme un chasseur dont le domaine est la steppe. Jacob est un homme qui vit sous les tentes. Cette distinction appuie sur deux domaines spatiaux, mais peut-être aussi religieux. Ésaü, l'homme de la steppe, est le préféré d'Isaac, l'homme du pays. Jacob vit sous les tentes, en proximité avec Rebecca, l'araméenne. Tous deux, de manière directe ou indirecte, sont rattachés à Abraham. Il se pourrait que l'on retrouve cette qualification religieuse que nous avons abordée lors des fiançailles de Rebecca. Son clan représentait la Gola, ce yavisme judéen en exil à Babylone. Jacob, sous cette tente, pourrait représenter ainsi ces Juifs babyloniens qui se sont réinstallés à Jérusalem et ont rebâti le temple, la tente du Seigneur, au VIe et Ve siècle. Une Gola toujours scrupuleuse à être intègre vis-à-vis de la loi de Moïse. Mais la cohabitation entre ceux-ci et les autres Judéens, les gens du pays, n'a pas été facile, chacun se réclamant d'une autorité spécifique considérée supérieure, la terre d'Abraham d'un côté, la loi de Moïse de l'autre. Je vous renvoie à l'épisode concernant cette période en note de cet épisode. Car il faut bien se rappeler que nos deux enfants demeurent les fils de ce même couple. Ils sont frères.
Mais qui dominera l'un sur l'autre? C'est la question que nous posait l'oracle de Yahvé. Au-delà du contexte de la rédaction, se pose ici la question du pouvoir au sein même du clan avec le droit d'aînesse. Or, si Ésaü est présenté comme l'héritier naturel possédant toutes les qualités requises, la situation va être soudainement bouleversée. Un jour que Jacob faisait bouillir un plat, Ésaü revint des champs. Il était exténué. Ainsi commence l'action de notre histoire. Les frères sont décrits une fois encore par deux attitudes distinctes, mais très différentes que précédemment. Le texte met en scène Jacob dans une situation extérieure. Il prépare un plat en hébreu nazid, une sorte de bouilli ou de ragoût, un brouet, traduit-on parfois. Ésaü est quant à lui dépeint par des caractéristiques plus intérieures. Il est épuisé, exténué. Les rôles semblent inversés. Paradoxalement, le chasseur apprécié pour son gibier semble rentrer bredouille depuis les champs, tandis que celui qui possède sous sa tente le repas, c'est Jacob. Il cuisine. Le verbe hébreu « zid » traduit l'action de faire bouillir, préparer un brouet. Mais dans d'autres circonstances, qui ne sont pas celles-ci, il signifie être en colère, comme en français « bouillir », ou bien encore être orgueilleux. Rien ne va en ce sens de manière explicite dans notre texte, mais pourrait, in fine, le suggérer. La distinction entre les deux frères est en tout cas l'inverse de la description précédente. Ésaü, le puissant chasseur, est épuisé, exténué, vidé, à bout. Le terme hébreu « ayef » est répété 2 fois afin de nous rendre attentifs à cette situation. Le plus souvent, cet adjectif décrit l'état des hommes ayant livré combat ou qui sont en fuite. Je ne dis pas qu'Ésaü revient de la guerre, mais les mots choisis indiquent une situation de détresse d'un homme qui n'a plus ses forces et qui vit une défaite, qui est en danger de mort. C'est ce que déclare d'ailleurs Ésaü. « Voici que je vais mourir », littéralement, je marche vers la mort. Il s'agit bien d'une mort d'épuisement et non pas de l'euphémisme qu'on entend parfois « je meurs de faim ». À l'inverse, Jacob possède le repas pour le repos et la survie. Le rédacteur pourrait ici opposer la vanité de la force brute à la sagesse, à la ruse dont va faire preuve Jacob. Mais cette opposition qui apparaît ici va pourtant s'estomper, voire se confondre dans la suite de cette histoire. En tout cas, c'est dans cette situation où les rapports de force s'inversent qu'advient la proposition de Jacob. « Vends-moi aujourd'hui même ton droit d'aînesse ». Avant d'aller plus loin, il serait bon de revenir sur ce privilège de la primogéniture. Pour comprendre ce qu'est le droit d'aînesse dont il est question, il faut nous placer selon la loi de Moïse, mais aussi du point de vue des lois et des coutumes mésopotamiennes. Dans tous les cas, le droit d'aînesse, selon l'usage, parfois corrigé par testament, confère à l'aîné une double part d'héritage, comme aussi la donation des titres et privilèges du père défunt, avec en échange le devoir de reprendre ses affaires et de veiller aux besoins de la veuve et ou du clan familial. Le fils aîné a donc d'emblée, par sa naissance, un statut particulier au sein de la famille. Dans l'histoire de Joseph, celui-ci voit s'installer à sa table ses frères qui s'assoient en fonction de leur ordre de naissance. Ses frères étaient placés en face de lui, chacun à son rang, de l'aîné selon son droit d'aînesse au plus jeune. Comme l'usage et son nom l'indiquent, le droit d'aînesse revient au premier enfant mâle du couple légitime et non pas issu d'une des concubines. Cependant, dans le droit mésopotamien, le père peut décider d'attribuer ce privilège à un autre enfant. On retrouve d'ailleurs cette situation dans la Bible. En effet, David désigne pour héritier du trône non pas son aîné survivant, Adonias, mais le 10e de ses fils, Salomon, fils de Bethsabée. Le testament du père pouvait ainsi réattribuer ce droit d'aînesse. Ce sera peut-être d'ailleurs le cas en Genèse 27. On trouve aussi dans les tables de Nuzi, en Mésopotamie, la possibilité donnée à l'aîné de céder de vendre à un autre frère son privilège, comme en notre récit. Mais le prix ne vaut pas un plat de lentilles. La loi de Moïse est plus stricte en matière de droit d'aînesse. Le livre du Deutéronome au chapitre 21
interdit au père d'attribuer le droit d'aînesse au profit du fils d'une épouse préférée, mais aux dépens du véritable aîné, fils d'une épouse moins appréciée. Cependant, certaines situations semblent autoriser cette possibilité de réattribuer ce privilège en cas de crime de l'aîné. Ainsi, le premier livre des Chroniques, commentant Genèse 35, dit « Ruben était le premier-né de Jacob Israël. Mais quand il eut profané la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël, et il fut considéré comme ayant perdu son droit d'aînesse. » Ce privilège est donc réglé par l'usage et la loi, comme aussi par le testament du père. Or, en notre texte, nous pouvons nous étonner que le véritable concerné soit absent, tout comme son épouse Rebecca. L'affaire se fera en l'absence du père, toujours vivant, et qui peut seul réattribuer le droit d'aînesse, comme aussi en l'absence de la mère qui sait entre ses jumeaux qui est né le premier. Vous avez aussi remarqué l'absence de Dieu, dont il n'est nullement fait mention durant ce passage. C'est une scène de transaction des plus intimes et secrètes où ne sont présents qu'Ésaü et Jacob. Dès lors, peut-on considérer cet acte comme une véritable transaction légitime à propos du droit d'aînesse ? Du pain et des lentilles, voilà le prix pour lequel Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Pas même la moitié des chameaux de son père, mais un simple repas de pauvres, pain et lentilles faisant partie de la nourriture de base. Le récit critique le choix d'Ésaü, non seulement sur le fait qu'il ait vendu son droit d'aînesse, mais qu'il l'a sous-estimé au prix de ce piteux repas. C'est ainsi qu'il l'évalue, le sous-évalue, et donc le méprise. Il n'a pas été fort sur ce coup. Mais peut-on se contenter de ce raccourci ? Car si le texte met en avant le mépris d'Ésaü vis-à-vis de son privilège, plusieurs éléments, promus par le rédacteur lui-même, viennent pourtant nourrir sa défense. D'une part, le cadre sur lequel le récit insistait soulignait une situation de détresse subie par Ésaü. Il revient à bout, épuisé, en danger de mort. Dès lors, ce n'est pas tant pour un plat de lentilles qu'il cède son droit d'aînesse, mais pour sa survie. D'autre part, face à ce frère en difficulté, se tient celui que le texte décrivait comme vivant, intègre sous les tentes. Jacob lui cédera son repas qu'au prix du droit d'aînesse. Cette attitude semble contredire l'intégrité, cette absence de mauvaise intention qui le caractérisait. De plus, Jacob met à mal le devoir de l'hospitalité dont avait fait preuve notamment sa mère Rebecca envers le serviteur d'Abraham, ou encore de ce dernier envers les 3 visiteurs divins. Il est surprenant que le récit ne soulève nullement cette posture, ou plutôt cette imposture de Jacob au détriment d'Ésaü, et préfère montrer le mépris de ce dernier vis-à-vis du droit d'aînesse. Il nous faut également prendre en compte nos absents, car en définitive, l'accord forcé se fait en dehors de l'autorité du Père comme en l'absence de référence à Yahvé, dispensateur de la promesse. Dès lors, l'un comme l'autre, Ésaü et Jacob, ne respectent ni le droit d'aînesse pour l'un, ni le devoir d'hospitalité pour l'autre, ni pour les deux le respect dû aux parents, connus du lecteur, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. » En ignorant l'autorité paternelle, Ésaü vend un droit d'aînesse qui ne peut être effectif qu'à la mort du père, et Jacob acquiert un droit que le père vivant ne lui a pas concédé. De plus, cette vente prend la forme d'un contrat d'alliance. Il s'agit de prêter serment. « Jure-moi » et Ésaü le lui jura. Ce serment est validé par la parole des signataires et conclu par un repas. Jacob donna à Ésaü du pain et un plat de lentilles. Il mangea et but, il se leva et partit. C'est ainsi que se déroule une alliance ordinaire. Mais ici, il s'agit davantage d'une parodie de serment d'alliance ou d'allégeance en ce cas. Ésaü est dans la position du vassal défait, épuisé, face à celui qui détient sa survie, son suzerain. Le contrat est effectivement très déséquilibré et s'éloigne des types d'alliances bilatérales que le livre de la Genèse nous faisait entendre. Il s'agissait pour Abraham et Abimelech de trouver un terrain d'entente consensuel, et ce sera encore le cas avec ce même Abimelech dans le chapitre suivant. D'ailleurs, on peut remarquer qu'entre le serment d'Ésaü et Jacob, au sein d'une rivalité, et celui d'Isaac et Abimelech, à la suite de conflits, le récit nous fera entendre le renouvellement de la promesse, le renouvellement du serment de Dieu à Abraham en faveur d'Isaac et sans contrepartie. Pour le dire autrement,
3 serments vont ainsi se succéder. Mais ce premier est établi de manière illégitime et n'entre pas dans la logique de l'alliance divine qui nous sera rappelée avec l'épisode suivant. Si Jacob est tout aussi complice, voire davantage de ce mépris du droit d'aînesse, pourquoi le rédacteur souligne-t-il uniquement la faute d'Ésaü ? Dans ce passage, nombre d'éléments disposent le lecteur à préférer Jacob et désignent grossièrement Ésaü comme le seul coupable. Ésaü méprisa son droit d'aînesse, concluait le récit qui, nous l'avons vu, est plus laconique quant à la posture de Jacob et davantage prolixe sur les motivations et qualités d'Ésaü. Tout est fait pour que notre regard converge vers cette culpabilité de l'aîné, le premier, qui nous apparaît ici dans sa faiblesse, et nous rappelle ainsi l'oracle de Yahvé à Rebecca, « L'un sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le cadet ». Mais est-ce pour autant un bien ? Le récit malgré tout empêche d'idéaliser l'un des enfants au détriment de l'autre, et la caricature d'Ésaü, chasseur bredouille, révèle aussi la part incorrecte de Jacob. Qui est le faible, qui est le fort à cet instant ? Qui est le chasseur et qui est la proie ? Qui est intègre en ce lieu ? Comme le montre le bibliste jésuite Jean-Louis Ska, ce passage prépare le lecteur à la scène finale du vol de la bénédiction au chapitre 27, texte dans lequel Ésaü fera référence à cet épisode. Ces versets que nous avons explorés nous présentent Ésaü sous les traits du chasseur et Jacob, celui qui, par ruse, ici grossière, obtient son droit d'aînesse en se cachant de l'autorité paternelle. Les récits se répondent l'un l'autre pour cet aspect. Ils montrent l'un et l'autre cette cruelle et injuste rivalité des frères. Certes, le lecteur aura une préférence pour Jacob, mais ceci dans l'objectif de mieux préparer un autre renversement de situation qui sera cette fois dramatique pour Jacob, comme nous le verrons avec les derniers épisodes. Ainsi, tout est prêt pour le plot twist cinématographique, pour retourner le lecteur-spectateur de manière inattendue comme une crêpe de lentilles. L'épisode de la naissance d'Ésaü et Jacob et celui de la spoliation du droit d'aînesse illustrent cet antagonisme des peuples et des clans que la rivalité, le mensonge et la ruse transforment en lutte violente. Cette situation de haine et de mépris pourrait aussi nous apparaître comme une donnée atavique ou de l'ordre d'une fatalité inéluctable, des frères ennemis depuis le commencement et à jamais. Or, au contraire, la suite des aventures de Jacob va montrer combien l'action divine vise non la division, mais œuvre à la nécessaire et possible réconciliation au prix d'un renoncement, le désir du pouvoir et de la domination. Et de pouvoir, de manigance et de rivalité, il en sera encore question avec nos 2 prochains épisodes sur le séjour d'Isaac et Rebecca à Guérar auprès d'Abimélec. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.